Alors, bonjour Étienne, on est à Bonjour Diane. la conférence de l'Université des Voies Libres Oui. à Saint-Laurent-Nohant, à Mmh. laquelle vous êtes venu participer. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? En fait, je suis venu voir Nathanaël et que vous avez vu et qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel, je trouve particulièrement exceptionnel. Et, et c'est lui qui m'a parlé de cet événement et donc je m'y suis raccordé volontiers parce que j'étais là, et parce que c'est un peu loin de chez moi. Moi, j'habite à Aix. Ah oui, Et donc, c'était ça qui avait fait l'occasion. Nathanaël travaille avec Géraldine. d'accord. Et ils s'entendent vraiment bien. Et donc ça s'est fait parce que des atomes crochus peut-être. Ils allaient parler de démocratie, donc ça me convient. D'accord, l'événement vous a parlé en soi, Oui, d'arriver à avoir... oui, oui. Les gens qui résistent à la dictature sanitaire ou à l'oppression des agriculteurs, tout ça, c'est plus que connexe, c'est très proche de ce que je fais dans ma résistance aux abus de pouvoir en général. Oui, rien que de Ben, réunir des gens. déjà. oui, mais là, c'est des gens en particulier, c'est des suspendus, c'est des gens, Les suspendus, pour moi, c'est des héros, littéralement. C'est des gens qui étaient des soignants, donc qui déjà sont des serviteurs du bien commun et qui avaient le moyen de faire des faux. Ils étaient particulièrement bien placés en ayant des amis capables de faire des faux vaccins. Mm. Et au lieu de ça, ils ont résisté, la tête haute. Et pour ça, ils ont été martyrisés. Je pense qu'on a les opposants politiques les plus significatifs du pays. Pour moi, c'est vraiment des héros, les suspendus. Oui, oui. Et encore aujourd'hui martyrisés, c'est scandaleux, c'est criminel. Et ils sont emblématiques d'une résistance qui devrait se généraliser. Et emblématique d'une résistance et en même emblématique d'un pouvoir qui est quand même Abusif, vraiment abusif tout à fait. Il y abusif, a une autoritaire. dérive totalitaire, là, c'est plus qu'une dérive, il y a une bascule totalitaire gravissime, hein. D'accord. Donc là, vous avez fait une conférence sur ces assemblées que vous conseillez pour Sur les réécrire la ateliers constituants, Constitution. là. En fait, j'essaye de sensibiliser les gens à l'idée que nous, nous fabriquons nous-mêmes, nous entretenons nous-mêmes les barreaux de notre cage. Nous aimons la procédure de notre dépossession politique. Nous apprenons parce on l'apprend quand on est petit, mais ça nous reste profondément engrammé une fois adulte. Nous, nous apprenons à aimer la procédure de l'élection parmi des candidats, alors que quand on l'étudie, quand on prend du recul par rapport à ses croyances, comme conseille de faire Descartes dans le discours de la méthode, hein, il dit je vais essayer de reprendre une à une toutes mes croyances pour vérifier qu'elles sont bien fondées. Ben, si on fait ça en matière politique, on s'aperçoit que la plupart des mots importants qui constituent nos croyances politiques sont mal fondés. Les mots que nous utilisons sont mis à l'envers par les dominants du moment. C'était les dominants au XVIIIe siècle, c'est ensuite les dominants au XIXe siècle, ça a été ensuite les dominants au XXe et maintenant au XXIe. Et donc les dominants ont intérêt à ce que nous nous trompions sur le mot démocratie. On utilise, et nous acceptons pour l'instant d'utiliser ce mot à l'envers. Nous appelons démocratie son strict contraire. Donc, hein, nous appelons démocratie un régime dans lequel le démos n'a aucun kratos. Nous appelons constitution qui devrait être une protection contre les abus de pouvoir. Nous appelons constitution une prison politique dans laquelle nous ne décidons de rien, dans laquelle le peuple n'a absolument aucune puissance de rien. Nous ne décidons de rien. Nous appelons vote le fait d'élire. Nous appelons suffrage universel le fait d'élire des maîtres au lieu de voter les lois. Nous nous appelons nous-mêmes citoyens, c'est-à-dire autonomes, c'est-à-dire qui produisent eux-mêmes leurs droits, alors qu'on n'est pas du tout citoyens. Nous sommes hétéronomes, nous sommes des électeurs qui subissons le droit écrit par quelqu'un d'autre. Donc, hétéronomes, nous sommes des enfants politiques, des incapables. Nous sommes ravalés au rang dégradant des lecteurs par les élus. Les élus, c'est les élus qui ont écrit les constitutions. Donc, tant que les élus écriront les constitutions, et c'est comme ça partout sur Terre, hein, c'est pas seulement en France, tant que les élus, tant que nous laisserons les élus écrire les constitutions, euh, on débouchera sur l'impuissance populaire et le malheur et les guerres.
l'oppression, le vol, le racket, l'austérité, la difficulté à vivre, le fait qu'on est jetés les uns contre les autres parce que tout est rare et donc on voit des boucs émissaires partout, comme les étrangers, les pauvres, ceux qui ont une couleur de peau différente. En fait, l'austérité, la difficulté à vivre nous jette les uns contre les autres. Et une vraie démocratie, donc un vrai régime dans lequel le démos a vraiment le kratos, c'est un régime dans lequel nous ne sommes plus saignés par les plus riches, nous ne sommes plus rançonnés par les plus riches, nous ne sommes plus cornaqués et dirigés, administrés, terrorisés par les plus riches. Un régime dans lequel nous nous sommes enfin libérés des plus riches. Nous avons mis une limite à la richesse. Nous avons décidé qu'à partir de X, on ne peut pas gagner plus, on ne peut pas posséder plus. Nous avons décidé de nous débarrasser des excès de pouvoir et des excès de richesse. Nous avons décidé de nous débarrasser de la corruption en faisant disparaître les corrupteurs, parce que la richesse donne accès à toutes les formes de corruption. Dans un régime démocratique, on va venir à bout de la domination injuste des dominants. Donc on va se débarrasser de toutes les formes de domination, en tout cas des plus graves. Et est-ce que vous Et pensez... c'est à nous de l'instituer. Et c'est possible, hein, excuse-moi, je n'ai pas tout à fait terminé, parce qu'en fait, le message d'espoir, c'est que on n'a pas du tout besoin que les dominants nous abandonnent le pouvoir. Ils ne vont pas le faire, ils vont essayer de le garder, mais ils ne peuvent le faire que parce que pour l'instant, nous ne sommes que quoi, 1 ou 2 millions. 1 ou 2 millions, c'est insuffisant. On est 60 millions, ou disons 50, 45 millions d'électeurs. Mais 45 millions, 2 millions, il en reste 43 qui ne sont pas d'accord. Les 2 millions ne sont pas légitimes à tout changer. Donc on n'est pas encore assez nombreux. Donc je passe ma vie, depuis 20 ans, à faire que nous soyons de plus en plus nombreux à avoir pris conscience de la priorité constituante. J'ai l'impression que ça marche, c'est paradoxal, ça marche mieux à droite qu'à gauche, dans les partis dits de droite, ou dans les médias dits de droite, ou dans les électorats dits de droite, que dans les électorats dits de gauche, ou les partis dits de gauche. C'est bizarre parce que si la gauche, c'est la défense du peuple, et la droite, c'est la défense des dominants, des privilégiés, comme c'était le cas pendant la Révolution française, hein, et ça a été complètement dévoyé, parce que nous avons été conduits par des mécanismes divers, mais qui relèvent, à mon avis, de la corruption. Nous avons été conduits à appeler droite les gens qui se méfient des étrangers, ne veulent pas d'une immigration sans limite, veulent la peine de mort pour, je prends les 4 ou 5 épouvantails qu'on nous rabâche pour nous faire croire que ces humains sont des sous-hommes et des ennemis, quoi, hein. Pour la gauche, les gens d'extrême droite, c'est des gens qui veulent plus d'immigration massive, qui seraient pour la peine de mort des abominables, des crimes les plus abominables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont contre l'avortement, qui serait comme un droit de l'homme. Ils veulent des limites à l'avortement, ou pas d'avortement. Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Bon, il y a 4 ou 5 épouvantails qui servent à dessiner l'extrême droite. Mais il y a plein de gens qui sont de cet avis-là. Ils ne sont pas d'extrême, ils ne sont pas de droite. C'est des points de vue conservateurs, mais qui ne font pas des gens qui pensent ça des sous-hommes, des gens qu'il faut haïr. C'est des points de vue avec lesquels on peut être en désaccord, mais avoir mis le curseur gauche-droite à ces endroits-là, c'est ne plus voir que l'extrême droite, c'est les multinationales et les banques, c'est les plus grands privilégiés, c'est les ennemis du peuple, c'est les gens qui nous rançonnent, qui nous, qui nous martyrisent, qui nous oppriment, qui nous sous-payent et qui vont nous jeter à la guerre. C'est ça l'extrême droite, c'est les gens qui nous jettent dans la guerre. Mais est-ce que L'extrême c'est pas droite. clairement fait pour diviser cette Alors histoire de voilà, parti finalement? non, mais nous sommes divisés. Mm. Je ne me considère pas comme euh, à égale position, à égale idéologie avec les dominants comme Lagardère, Bolloré, Arnaud. Ces gens-là sont des ennemis de classe, donc des ennemis de classe. Ces gens-là sont d'extrême droite, Mm. mais pas les gens qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers. Je ne suis pas d'accord avec ça, hein. Je pense que le problème des étrangers sera bien plus dignement réglé avec la reprise de la création monétaire et de Mm. la politique publique qui va permettre de revenir sur le libre-échange. Donc nous allons arrêter d'échanger de force avec des pays qui
sous-payent, c'est pas sous-payent, c'est ne payent pas leurs salariés, et donc c'est de la concurrence déloyale. On va arrêter de se mettre en concurrence avec des pays, on va arrêter de se désindustrialiser en se mettant en concurrence avec des pays esclavagistes. On va reprendre le contrôle de notre monnaie, et on va venir à bout du chômage, donc on va rétablir ce qui s'appelle la prospérité. Nous allons indexer tous les salaires et tous les contrats d'ailleurs sur les prix pour éviter les ravages de l'inflation, qui est du vol. L'inflation, c'est du vol. Donc, le fait d'avoir supprimé l'indexation des salaires, c'est une folie. Et tout ça crée de la rareté. Donc, en venant à bout du chômage, en venant à bout des ravages de l'inflation, en venant à bout des parasites qui nous pompent des quantités astronomiques de monnaie qui nous manquent. Hein. Quand les ultra-riches se goinfrent sans limite et quand tu vois la courbe de l'enrichissement qui est exponentielle, cet argent manque à la société et crée une austérité, une rareté qui nous jette les uns contre les autres. C'est-à-dire que quand on a du mal à vivre, qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on cherche un bouc émissaire et on le trouve chez le voisin qui n'a pas la même couleur, chez l'étranger, etc. Quand nous allons venir à bout de ces fléaux économiques volontaires, le chômage est une construction politique, hein, quand on va venir à bout du chômage et de toutes les plus criantes inégalités, quand on va rétablir une vraie prospérité, et c'est pas compliqué, il ne faut pas me dire que c'est compliqué, on va venir à bout en même temps du racisme et Bien sûr. mais c'est-à-dire que c'est une façon bien plus intelligente que de criminaliser ceux qui, pour l'instant, prennent les autres comme bouc émissaire. C'est pas bien de faire ça. Mais vous en sortirez pas en les traitant de racistes, de fascistes et en les traitant comme des sous-hommes à qui il faut pas parler. Hein. Vous réglerez pas le problème, ils vont rester comme ils sont. Ils ont leurs croyances et elles vont perdurer si la situation de crise permanente et de terreur finalement, où les médias nous jettent les uns contre les autres tous les jours, si ça continue, vous changerez pas la situation en les traitant de racistes, de fascistes, que sais-je encore. En établissant une vraie démocratie, nous allons nous donner le moyen de venir à bout de l'austérité qui est fabriquée, qui est un outil de domination, qui est un outil de chantage politique, de terrorisme d'État, qui sert à nous inquiéter, à nous rendre plus dociles, à nous domestiquer. Nous allons venir à bout de cette austérité et mettre à la place la prospérité qui va pacifier la société. Nous allons prendre nos décisions loi par loi, et c'est nous qui allons voter nos lois. Nous n'allons pas nous opposer en tout, comme le font les partis politiques. L'élection conduit à la polarisation de la société en partis politiques qui sont comme des armées qui servent à gagner la guerre électorale. Et ces armées, que sont les partis politiques, haïssent en tout les autres partis et ils essayent de tout gagner. Celui qui va gagner l'élection va accéder à tous les pouvoirs et les autres aucun. Ça nous hystérise, ça nous fanatise, ça rend la société plus violente. L'élection, elle crée une guerre sociale permanente par la compétition et par la guerre électorale. Avec le tirage au sort, qui rend les représentants plus humbles, qui les garde à notre niveau parce qu'ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas accédé au pouvoir par leur mérite, ils ont accédé au pouvoir par tirage au sort, et donc ils restent naturellement en fait au même niveau que nous. Ce qui permet pour nous d'avoir des représentants qui, n'étant pas nos supérieurs, vont nous laisser le pouvoir de décider. En fait, ces représentants vont nous aider en préparant les lois, ils vont ensuite nous les présenter, et c'est nous qui allons les voter. De cette façon, nous allons arriver, loi par loi, à nous opposer. Hein. On ne sera pas d'accord sur les lois. Hein. Les gens qui sont contre le nucléaire et pour le nucléaire ne sont pas d'accord sur le nucléaire. Ils vont s'empailler. Et puis après un débat loyal que nous allons organiser, puisque la démocratie, c'est la mise en scène des conflits, après un débat loyal, eh ben, sur le nucléaire, c'est tel groupe qui va gagner, soit ceux qui sont pour, soit ceux qui sont contre. Mais cette victoire ou cette défaite ne va pas préjuger de ce qui va se passer sur les retraites. Sur les retraites, nous allons là aussi nous disputer, on va voir les arguments pour, les arguments contre, notre niveau va monter, en même temps qu'on va assister à la mise en scène des conflits sur les arguments pour et contre les retraites, et finalement c'est nous qui allons décider de mettre la retraite à 60 ans, ou à 55 ans, ou à 50 ans, c'est nous qui allons décider de la mettre à 50 ans. Je répète, c'est nous qui allons décider de mettre la retraite à 50 ans parce qu'il y a évidemment des moyens de faire ça très facile, hein, c'est pas compliqué. C'est compliqué que parce que ce sont les usuriers, c'est-à-dire des négriers, c'est-à-dire des exploiteurs qui ont pris le contrôle de la loi, des esclavagistes littéralement. Et la démocratie, la vraie démocratie dans laquelle le peuple vote les lois, vous allez voir que sur la retraite, on va tomber d'accord. Hein. Alors, on ne sera peut-être
pas d'accord tout de suite sur 50 ans, on va peut-être y aller progressivement, mais on ne va pas avoir de problème de financement parce qu'en même temps, en démocratie, nous allons reprendre le contrôle de la monnaie. On va reprendre le contrôle de la monnaie aux banques privées. Ce n'est pas aux banques privées de créer la monnaie, ça, on va mettre fin à ce régime. C'est notre puissance publique, pas les politiciens, hein, pas les gouvernements abusifs actuels. C'est les citoyens eux-mêmes réunis en assemblée citoyenne, donc tirés au sort, qui vont décider si oui, oui ou non on a besoin de créer de la monnaie ou de détruire la monnaie. Est-ce qu'on a de l'inflation, il faut détruire la monnaie, prendre de l'impôt, ou bien est-ce qu'il faut venir à bout du chômage, donc il faut baisser le chômage, donc il faut employer des gens qui pour l'instant n'ont pas de travail, donc il faut créer de la monnaie pour pouvoir les mettre au travail, pour isoler les bâtiments, construire des crèches, des écoles, des hôpitaux. C'est à nous de décider ce qu'on va faire avec cet argent, mais nous allons mettre les gens au travail plutôt que de les laisser errer sans dignité, la dignité sociale qui est la structure du travail. Le travail est structurant, hein, c'est comme une colonne vertébrale pour tout le monde, c'est une preuve d'utilité sociale. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de métiers que nous allons faire disparaître. Hein, les métiers de trader ou ce genre de métiers, nous allons supprimer la bourse, très probablement. C'est pas un programme que je vous dis. Hein. Je vous montre ce que rend possible une démocratie. Mais à mon avis, je me trompe peut-être, hein, mais à mon avis, une population qui réfléchit aux avantages et aux inconvénients de la bourse, c'est-à-dire du casino des riches qui ensuite vont piller les salariés en prenant sur leur salaire pour verser les dividendes, je pense que la population correctement éclairée des méfaits de la bourse va se débarrasser de ce casino inutile et prédateur. Hein. Et donc, on va se débarrasser des sociétés par action. Donc, on va se débarrasser des actions des sociétés anonymes. On va transformer leur statut. Elles vont avoir un autre statut qui est moins prédateur et on va se débarrasser de la bourse. Et on va me parler de financement. Bon, je ne vais pas développer là, hein, mais nous n'avons pas besoin de l'argent des riches pour financer nos activités, ni les activités privées, ni les activités publiques. Nous allons reprendre le contrôle du financement des activités et vous allez voir que ça va nous libérer complètement. C'est-à-dire que ce qui paraît impossible aujourd'hui, ce qui paraît aujourd'hui des utopies, parce que nous avons perdu le contrôle de la création monétaire, nous avons perdu le contrôle du financement de nos activités, ce qui était des utopies va devenir des projets politiques. Voilà. La perte de contrôle de la création monétaire, c'était une façon de s'asservir, de se mettre des chaînes et de se pendre. Hein. Oui. C'est clair. Mais alors, comment on règle, comment on envisage cette notion d'impuissance apprise? Parce que tout ce que vous dites, c'est tout à fait logique, mais pour beaucoup de citoyens, ils ne s'imaginent pas du tout avoir un niveau intellectuel, de compétences ou de connaissances nécessaires pour écrire tout ça. Oui, alors, comment on peut... Depuis 200 ans, hein, ça fait même plus que ça bien sûr, mais depuis 200 ans c'est particulièrement intense et depuis les 50 dernières années ça l'est encore plus. L'ingénierie sociale, c'est-à-dire la fabrique du consentement devient de plus en plus scientifique, de plus en plus redoutable. Et donc effectivement, l'impuissance apprise correspond à ce que Guizot au XIXe siècle disait quand il disait il est important que le peuple ait le sentiment de son impuissance. 19e siècle. Hein, donc c'est une vieille affaire. Les dominants savent qu'ils ne peuvent dominer qu'avec l'assentiment des dominés. C'est parce que les dominés les laissent faire que les dominants peuvent dominer. Ce à quoi je travaille, c'est à une émancipation, à une aspiration intérieure chez mes frères humains. En faisant des ateliers constituants, on devient des grandes personnes. Et en fait, on désapprend l'impuissance que nous avions apprise. Et donc, on apprend à dire non, on apprend à se situer nous-mêmes par la pensée. Et c'est réfléchir avant d'agir, hein, c'est la pensée qui précède l'action, mais nous apprenons à nous situer au-dessus de nos représentants. Et vous avez vu dans les ateliers des gens évoluer comme ça? Tout le temps, tout le temps, oui, bien sûr, tout le temps. Et puis en plus, sourire, être heureux, quoi. Il y a une jubilation dans les ateliers constituants et on n'arrive pas à les arrêter. À Grenoble, on avait fini à 2h du matin alors qu'on avait commencé à 14h. Hein, et donc on n'arrivait pas à s'arrêter, on était chassés par les alarmes. Hein. Donc oui, c'est enthousiasmant à faire. Les ateliers constituants, on sent qu'on devient une grande personne. Enfin, on prend les problèmes par le bon bout. On arrête de supplier des gens qui sont des salauds. On le voit bien qu'ils sont des salauds. Oui, c'est ça. Ils nous martyrisent et on est là à leur demander on implore pitié. Le bourreau, ça ne sert à rien. Et alors que dans les ateliers constituants, on ne leur demande plus rien. Nous n'avons pas besoin d'eux. On va s'émanciper sans eux. Nous n'avons pas besoin des élus. Nous n'avons pas besoin de nos maîtres pour devenir le souverain. Le souverain, c'est celui qui n'a pas de maître. Le peuple va devenir un adulte politique.
Mais il faut qu'on comprenne que ça ne dépend pas des pouvoirs qui vont abandonner le pouvoir. C'est pas ça. Il faut que nous voulions le pouvoir. Il ne faut pas qu'on le demande. Il ne faut même pas qu'on l'exige, parce que exiger, c'est encore demander. Il faut le vouloir. Voilà. Je ne veux pas, on m'humilie quand on me représente. Il faut l'investir, en fait. L'investir. Voilà. Tout à fait. Mais il faut comprendre. Oui, mais ça se prépare. Il faut bien sûr, mais je veux dire, la préparation, mais l'investissement, pas le demander, dire voilà, je suis là et voilà. Maintenant, c'est moi le pouvoir. Et si mais ça va marcher que si on est nombreux. Voilà. Ouais. Et donc, pour l'instant, on n'est pas assez nombreux. Comme je vous disais tout à l'heure, 2 millions, ça ne suffit pas. Et une petite question sur les experts, parce que vous disiez tirer au sort, mais en fait, la question que je me pose, c'est si on tire des gens au sort, ils n'ont pas forcément la compétence, parce qu'on a toujours... malgré tout, alors même si on sait qu'il y a des experts qui n'en sont pas, on attend quand même l'avis d'experts pour pouvoir prendre une décision. Comment ça s'ordonnance dans ce que vous... Ça fait au moins 2500 ans, mais à mon avis c'était plus vieux que ça. Mais enfin, il y a 2500 ans qu'on a une histoire écrite qui nous permet d'avoir une trace de ce qui s'est passé. Mais depuis au moins 2500 ans, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir aux experts. À Athènes, démocratie athénienne, 200 ans de démocratie, 200 ans pendant lesquels c'est la population qui vote ces lois. Les experts étaient des esclaves. Pourtant, on avait bien besoin des experts. Les experts sur la monnaie, c'est la monnaie qui faisait la fortune de la démocratie athénienne. Athènes était riche grâce à sa monnaie. Il avait découvert des mines d'étain. Et là, les experts qui étaient capables de repérer la vraie monnaie de la fausse monnaie, c'était des gens très importants pour que la prospérité d'Athènes soit durable. Donc, ils avaient besoin des experts. Ils ne tuaient pas les experts, mais ils les traitaient très bien. C'est des esclaves, c'est des gens qui avaient eux-mêmes des esclaves et qui avaient des belles maisons, qui étaient très bien traités. Ce n'était pas la traite négrière. Hein. Simplement, ce n'est pas eux qui votaient. À Athènes, les experts étaient écoutés. Nous écoutions les experts. D'ailleurs, les experts n'étaient pas d'accord entre eux. Hein. Tu avais les experts pour, les experts contre. Hein. Aujourd'hui, sur tous les sujets, tu as des experts pour, des experts contre. Donc, l'expert qui est pour, pourquoi ce serait lui qui déciderait ? L'expert qui est contre, pourquoi c'est lui qui déciderait? Non, non. Ils sont pour et contre, ce n'est pas eux qui doivent décider. C'est super important parce que le régime actuel a tellement dérivé avec l'élection, hein, il a tellement dérivé aujourd'hui qu'on en est rendu à un point où il n'y a que les experts qui décident et ceux qui sont non experts sont sommés de se taire et de se soumettre aux experts. Il faut comprendre que, on en parlait ce matin, un expert, quel qu'il soit, même si c'est quelqu'un de très gentil, hein, ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de personne. Je vous parle d'un mécanisme qui est universel et qu'on retrouve sur tous les sujets. Quelqu'un qui travaille sur un sujet, il devient, par son travail, pas par ses diplômes, par son travail sur la question, il devient un expert. Et en même temps qu'il travaille, il fait quelque chose que ne font pas les autres, donc son niveau monte par rapport aux autres, et tout le temps, il n'y a pas d'exception. Le fait de se hisser comme ça au-dessus des autres lui donne le sentiment de sa légitimité à décider à la place des autres, parce que lui sait et les autres ne savent pas. Donc, les experts, on peut le prédire, pourtant on ne peut pas prédire l'avenir. Mais là, ce n'est pas vraiment l'avenir, on ne prévoit rien de précis, mais on prévoit un processus. Je peux vous prédire que tout expert va être tenté, va avoir tendance à se sentir légitime à tout décider à la place des autres. Donc, les experts sont potentiellement, mais très probablement, ce n'est pas du tout une hypothèse d'école, ça arrive presque tout le temps. Moi, je suis expert sur mon sujet, mais je ne vais rien vous imposer, donc je suis un peu une exception, mais la plupart des experts vont être des voleurs de pouvoir. C'est des gens qui vont vouloir tout décider à la place des autres. Des gens que j'aime bien. Hein. Quelqu'un comme Jean Covici, il est très savant et absolument passionnant, j'aime beaucoup ce gars-là. Mais on sent bien que quand il en vient à envisager comment on va décider, il dit lui-même, il ne faut pas mettre en discussion quelqu'un qui est un expert comme lui avec quelqu'un qui n'y connaît rien, parce qu'on perd son temps, ça ne va pas aller du tout. On ne peut pas faire discuter un expert avec un non-expert. Et lui, il est prêt à des solutions, des décisions qui ne soient pas démocratiques. Il est prêt à ce que ce soit les experts qui décident. J'aime beaucoup Jean Covici, mais je lui dis avec tout le respect que je lui dois, Jean-Marc, ce n'est pas à toi de décider ça. Ce n'est pas aux experts de décider qui va décider. Nous avons besoin des experts. On va écouter Jean Covici. On va l'écouter attentivement, développer tous ses arguments plusieurs fois et en détail, dans tous les sens. On veut connaître le point de vue de Jean Covici, mais on veut aussi connaître le point de Gervais, par exemple, qui a un point de vue opposé. Gervais est un scientifique qui conteste les points de vue de Jean Covici. Il est important, avant de décider, que les simples citoyens, c'est-à-dire
la population ait vu Jean Covici s'exprimer avec ses arguments, vu Gervais par exemple, hein, Ouais. c'est l'un et l'autre par exemple, mais enfin c'est des gens que je connais, que j'aime bien Une écouter. hypothèse. Il est important qu'on les ait entendus exprimer leurs arguments respectifs, seuls, en conférence ou en exposé bien, bien complet, à leur manière. Et ensuite, il est important qu'on les ait vus s'empailler, se disputer. La démocratie, c'est la mise en scène des conflits. Il est important qu'on les ait vus se disputer les uns les autres. Et qu'on ait vu Jean Covici avec Gervais, mais il faut qu'on en ait vu d'autres avec d'autres. Hein. Il faut qu'on ait vu plusieurs conflits différents mis en scène sous nos yeux. Et à chaque fois qu'on voit ça, notre niveau à nous, la population, notre niveau monte jusqu'à ce que nous soyons capables d'opiner. Ça va, on a compris les arguments. Maintenant, c'est nous qui allons décider. On va possiblement se tromper, nous dit Jean Covici. On va possiblement se tromper, nous dit Gervais. Ok, vous avez raison, on va peut-être se tromper. Mais c'est ça qu'on veut. On veut se tromper nous-mêmes. On veut éclairer notre opinion avant de décider. On veut avoir le spectacle complet de la mise en scène des conflits. Et ensuite, on va décider. Donc l'argument de la compétence, c'est un argument qui revient tout le temps de la bouche des experts. Les experts nous disent, et on les comprend, je leur en veux pas, je pense même pas mal intentionné, je pense que c'est bien intentionné. Quelqu'un qui est très savant, je le prends, pour comprendre le point de vue des experts, je me place moi-même, je m'étudie moi-même en train de devenir un expert sur la monnaie, sur la démocratie. Et je me vois bien être tenté de dire, mais attends, après avoir tant travaillé, je pourrais, moi, décider. Et donc, ce mécanisme intellectuel que je vois en moi-même, je le transpose, je l'imagine chez les autres, ça me paraît normal, je comprends les mécanismes intellectuels qui portent un expert à se dire, enfin, les autres ne disent que des bêtises, ils n'y connaissent rien, ils n'ont pas travaillé la question. Je comprends le mécanisme intellectuel. Je voudrais souligner auprès de toute la population que c'est dangereux, qu'il ne faut pas que ce soit les experts qui décident. D'abord, les experts ne sont pas d'accord entre eux, donc c'est une bonne raison de ne pas donner la parole, de ne pas donner le pouvoir à un expert ou à un autre, parce que la décision va être contraire suivant l'expert que vous allez choisir. Donc, mais surtout, il est important que la population, c'est l'idée démocratique. Hein. L'idée démocratique, c'est de dire, oui, nous sommes inégaux en force, nous n'avons pas la même force physique. Oui, nous sommes inégaux en taille, nous sommes inégaux en richesse, on n'est pas aussi riche. Système immunitaire. Nous n'avons pas le même système immunitaire, nous n'avons pas la même expertise, nous n'avons pas la même compétence sur tel et tel sujet, nous sommes inégaux. Nous savons que nous sommes inégaux. Mais, parce que nous voulons vivre en démocratie, nous décidons que nous allons être égaux politiquement. C'est un postulat, c'est une affirmation, c'est politique. Nous décidons de l'égalité politique. Mais vous ne pouvez pas décider de l'égalité politique et accepter le règne des experts. Soyez cohérents. Oui, l'égalité politique va vous protéger contre les abus de pouvoir. Vous allez vous donner une puissance politique. Cette égalité politique va donner à la population une puissance de décider qui va vous mettre à l'abri des voleurs de pouvoir et qui va donc vous exposer aux erreurs. Oui, nous allons nous tromper potentiellement puisque nous ne sommes pas des experts. Ok, donc là, un complément, c'est plus qu'un complément, c'est un rouage central de la démocratie, va être l'éclairage de l'opinion avant que nous opinions. Avant que nous donnions notre opinion, il faut que notre opinion soit, je prends opiner, et opinion avec le conditionnel, ça ressemble à opinion le nom, mais avant que nous ne donnions notre avis, avant que nous ne votions, il est important que les institutions nous permettent, mais de façon fiable, d'éclairer notre opinion pour que nous nous trompions le moins possible. Donc, si vous comprenez que, la démocratie, c'est un ensemble de procédures que nous avons pensées ensemble, que nous avons soupesées, de façon à ce que nous n'ayons rien à craindre des voleurs de pouvoir, parce qu'on va contrôler ceux à qui on donne du pouvoir. On va leur donner peu de pouvoir pendant pas longtemps, jamais 2 fois de suite. On va pas le donner à une personne, on va le donner à des collectifs, à 200, 300, 400, 1000 personnes, on va donner. Donc, c'est pas une personne seule qui va jamais avoir le pouvoir. Et puis, on va les contrôler avant le mandat, pendant le mandat, après le mandat. Enfin, il y a toute une série de compléments au tirage au sort qui vont faire qu'on n'a rien à craindre du tirage au sort. Il faut comprendre que le tirage au sort, c'est la procédure
inévitable, c'est la procédure centrale, c'est la seule procédure démocratique, c'est la procédure de la rotation des charges. La procédure du tirage au sort, elle nous considère comme des égaux, elle en tire un par-ci, un par-là, et demain ce sera un autre, et demain ce sera des autres, et en fait, elle nous donne à chacun l'aptitude, la possibilité, la perspective de peut-être être tiré au sort, et donc peut-être d'être le décideur sur tel et tel sujet, pas tout seul, hein, mais avec d'autres, mais nous allons devenir le décideur. Donc ça nous conduit à nous préparer à le devenir, c'est-à-dire qu'en fait ça nous repolitise, ça nous responsabilise, ça nous réencourage à faire de la politique. En fait, le tirage au sort, il a toutes les vertus qui correspondent à l'inverse des vices de l'élection. Il faut comprendre que en étant la procédure de la rotation des charges, elle fait de la politique des amateurs. On va plus avoir la professionnalisation. Les partis politiques vont disparaître, puisque les partis politiques, ça a gagné l'élection. S'il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de partis. Il n'y aura pas besoin d'interdire les partis, hein. Les partis vont disparaître parce qu'ils ne servent plus à rien. C'est pas comme ça qu'on désigne les élus. Les élus ne sont plus élus par l'élection, donc il n'y a pas de guerre électorale qui nous jette les uns contre les autres, qui fabrique une zizanie, une haine mutuelle de la gauche, de Il la y a plus droite. d'idolâtrie Tout, non plus, et de puis discours d'idolâtrie, rhétoriques de tout, charmants, absolument, de de séduction, séduction, de partout dans les favori, choses. de cette procédure qui favorise les menteurs et qui incite les gens au mensonge. Tout ça, c'est fini. Le tirage au sort ne donne aucun argument, aucune puissance, ne donne aucune prise en fait aux menteurs et aux escrocs. Donc en fait, c'est tout. Bon, j'ai besoin d'une heure ou deux pour décrire entièrement le tirage au sort, mais là, les grandes lignes, vous voyez que c'est une procédure qui va faire des acteurs politiques, des amateurs, qui restent à notre niveau, qui restent des pairs, P-A-I-R-S, qui restent des égaux à nous, Mmh. et ils vont accepter naturellement, parce qu'ils ne sont pas juchés au-dessus de nous par une procédure comme l'élection, qui en fait des êtres supérieurs, parce qu'ils ont été aimés par tout le monde, et ça leur fait gonfler les chevilles, et ils se sentent légitimes à tout décider à notre place, les élus. Non, non, les tirés au sort, ils sont maintenus à notre niveau, parce qu'ils ont été désignés non pas par mérite, mais par le hasard. Donc, ils restent à notre niveau et donc, ils sont tout prêts à accepter qu'ils vont nous aider en nous préparant les lois, mais ce n'est pas eux qui vont voter les lois. C'est nous qui allons voter les lois. Mais est-ce que c'est pas un peu finalement comme dans une entreprise où on a des experts, des gens compétents qui viennent proposer des solutions et finalement c'est le comité d'administration C'est avec ça. différentes personnes Oui, qui vont décider oui, oui, et bien qui sûr, par n'ont exemple. pas eux les compétences. Donc finalement, ce qui est fait peut-être au sein d'une grande entreprise, c'est Oui, exactement la même chose qui est proposé. Et la deuxième chose, c'est est-ce que on peut partir du principe que ce tirage au sort et cette mise en collectif des gens pour décider oui, ramène de facto au bien commun? oui, bien sûr. En fait, c'est en éliminant la corruption, parce que ça va être compliqué de corrompre toute la population, sauf avec les médias et le nudge et l'ingénierie sociale, et donc la fabrique du consentement que Nathanaël a expliqué tout à l'heure. Il va falloir vraiment, je ne sais pas combien de temps il a parlé, je pense qu'il a parlé 3/4 d'heure ou 1 heure, et c'est une heure très importante. Il va falloir la sous-titrer, la retranscrire. Je l'ai trouvée magnifique, sa conférence, elle est très dense et très utile. Donc, il va falloir qu'on se débarrasse de la tromperie scientifique organisée par les neurosciences et la la captation de notre attention, et toute l'ingénierie sociale. Donc, mais en démocratie, nous allons venir à bout de ça, hein. C'est-à-dire, en fait, pour l'instant, nous n'arrivons pas à en venir à bout parce que nous n'avons aucune puissance politique de résister. Nous n'avons pas les moyens politiques de nous défendre. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans un régime qui est antidémocratique, dans lequel le démos est tenu à l'écart des décisions. Et c'est parce que nous sommes tenus à l'écart de décision que tout ça continue à progresser comme un rouleau compresseur et on se dit: «On n'y arrivera jamais». Attends, 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 on n'y arrivera jamais. Bien sûr qu'on arrivera à mettre fin à ça. Bien sûr! Mais par contre, il faut qu'on veuille ce qui est souhaitable. Au lieu de vouloir que, on mette fin à la domination des médias, qu'on mette fin à la domination des banques, qu'on mette fin à la domination de l'Union européenne, qu'on mette fin au lieu de vouloir tout ça, il faut qu'on veuille, il faut qu'on veuille la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, elle va tomber où? On va la demander? Pas du tout. Il faut qu'on la veuille. Il faut qu'on veuille un processus constituant populaire qui est la seule façon d'instituer une souveraineté populaire. Donc en fait, nous avons une cause commune et quand la multitude que nous sommes, qui fait notre faiblesse en fait, notre nombre est une faiblesse parce que nous partons dans toutes les directions. Si on arrive resserrer notre attention sur ce qui va tout changer, c'est-à-dire qu'on va refuser d'élire l'Assemblée constituante. Nous allons vouloir, pas demander, nous allons vouloir écrire nous-mêmes les règles de notre représentation et du contrôle de nos représentants. On veut voter les lois et on va se dire ensemble comment on va faire.
le fait que nous arrivions à resserrer nos différentes volontés sur l'essentiel, juste un temps, le temps de l'évasion de la prison politique, la prison parlementaire. Une fois, le temps de sortir de cette prison, nous allons concentrer notre attention, on s'évade, des gens de gauche, de droite, des gens de gauche, des abstentionnistes, on s'évade. Donc on sort du système de représentation parlementaire qui est une escroquerie, littéralement. On en sort, on met un autre système en place pour prendre des décisions, et là on commence à s'écharper loi par loi. Sur le nucléaire, on ne va pas être d'accord. Sur les systèmes de soins, on ne va pas être d'accord. Sur les financements des activités, le contrôle de la monnaie, on ne va pas être d'accord. Ok, mais on va voir. On va voir si on est tellement en désaccord. Et vous allez voir qu'en démocratie, on va rétablir très rapidement la prospérité, parce qu'on ne va plus manquer d'argent. On va plus manquer d'argent. Donc vous êtes convaincu que c'est possible, en fait? Mais oui, bien sûr. En fait, c'est impossible parce que nous sommes consentants. Nous adorons l'élection. Nous sommes consentants au système d'exploitation parlementaire. Nous adorons l'élection. Même si on dit ça marche pas bien, on se dit on va quand même on va essayer de gagner la prochaine élection. Putain, c'est pas comme ça qu'on va s'émanciper. Pas du tout, du tout. C'est un peu la caverne de Platon. On a l'impression Oui, de voir finalement. oui, Alors que oui, finalement, en sortant, on se rendrait compte que c'est même beaucoup plus facile que ce qu'on sait. Absolument, la caverne de Platon, c'est une très bonne image. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans la caverne de Platon, les gens qui sont sortis, les quelques-uns qui sont sortis, qui ont dit ah, mais c'est donc ça la réalité. Quand ils reviennent à l'intérieur, ils se font lâcher. Mais les gens ne les croient pas. Et au moins, on le traite de fasciste. Non, mais c'est une blague. Enfin, c'est extravagant. Oui, ça c'est l'étiquette mise pour Ouais, c'est par des gens bien, des gens de gauche que moi j'aime bien, des gens que j'aime beaucoup et qui me prennent moi pour un traître parce que je suis allé parler à des gens qu'eux considèrent comme des ennemis. Et moi, je considère personne comme des ennemis. Les gens avec qui je suis pas d'accord du tout, mais tous sont des humains que je respecte. Et c'est parce que je les respecte que j'arrive à leur parler. Et c'est ça la politique. Tu es pas d'accord, mais tu respectes les gens avec qui tu es pas d'accord. Alors que les partis politiques nous conduisent pas seulement à mépriser ceux avec qui on n'est pas d'accord, mais à aller haïr. Je vois les antifas, mais ils sont pétris de haine. Ils disent lutter contre la haine, ils parlent du FN en parlant de FHAINE, comme si le FN c'était la haine. Mais j'ai un message pour les antifas. Les prétendus antifas, parce qu'ils ne sont pas antifascistes du tout, ils sont fascistes. La haine de la haine, c'est encore de la haine. La haine de la haine, c'est encore de la haine. Et il y a une autre façon de pacifier la société qu'en détestant la moitié ou le tiers de la population et en les considérant comme des sous-hommes. Ça ne va pas. On ne va pas pacifier et on va régler aucun problème en considérant un tiers de la population comme des ennemis. Il faut arrêter de haïr l'extrême droite. Les gens d'extrême droite ne disent pas d'eux-mêmes qu'ils sont extrêmes. Donc c'est une injure, extrême droite, mais donc c'est pas de la politique. La politique, c'est de se respecter, discuter, argumenter, et ensuite c'est la population qui vote. Argumenter sur la peine de mort, les uns les autres. Moi, je suis contre la peine de mort, mais j'ai les arguments. Mais il y en a qui sont pour. Ils ont les arguments que la mise en scène des conflits soit loyale, qui est un argumentaire complet pour la peine de mort, qui est un argumentaire complet contre la peine de mort, qu'on les voit s'empailler les uns puis les autres, ou qu'on voit plusieurs controverses, et au bout de 6 mois de controverses, que nous votions. Et c'est la population qui vote. Et après, on arrête de se disputer. La population a voté. Peut-être qu'on revotera l'année prochaine quand on va s'apercevoir. Ils ont rétabli la peine de mort, et un an après, ils s'aperçoivent que la délinquance augmente. Ça va, on va avoir un nouveau débat parce que ça marche pas. La peine de mort, ça marche pas, ça règle pas la délinquance. Et donc, si vous voulez, la population va bien mieux évoluer vers, ok, l'interdiction définitive de la peine de mort, parce que ça y est, on a vécu le fait que ça marche pas. Ça va être bien plus ancré et bien plus pacifiant, parce que cette fois-ci, on a compris, en faisant, et pédagogique, et je n'utilise pas pour pédagogique, parce que pédagogique, c'est réservé aux enfants. Il faudrait dire andragogique, parce que on va former les adultes, d'accord. Mais je ne considère pas mes frères humains comme... je crois qu'étymologiquement, c'est la formation des enfants. Mais bon, je me trompe peut-être. Mais c'est un détail. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que chacun des épouvantails qui conduisent la gauche à détester la droite sur 4 ou 5 peut-être épouvantails, ça pourrait être réglé simplement par... sur ces sujets-là, on va faire des référendums. Donc, on va éclairer l'opinion, mais l'éclairer loyalement, avec tous les arguments de part et d'autre. Il y en a des deux côtés, il y a des arguments. Il faudra mettre en scène les conflits, et après, on va voter. Et après ça, une fois qu'on aura voté,
eh ben, on parlera d'autre chose, parce qu'il y a quand même d'autres sujets que la peine de mort, excusez-moi. Il y a quand même d'autres sujets que les étrangers, la peine de mort, l'avortement, ça va, c'est des sujets, mais on peut les régler par référendum. Et puis sur le reste, vous allez voir qu'on va fraterniser. Vous allez voir que sur plein de sujets, la gauche et la droite, ils veulent la même chose, hein. Je pense que quand tu vas travailler sur le libre-échange, qui est une saloperie, une idéologie de domination des peuples par les multinationales, de domination. Le libre-échange sert aux multinationales, c'est-à-dire aux très grandes structures de capital, d'accumulation de capital, ça leur sert à exploiter impunément toutes les populations du monde. Le libre-échange est un outil d'asservissement des individus et des PME, des petites entreprises. Tout le monde se fait ravager, rançonner par le libre-échange. Donc, quand on va discuter du libre-échange, tu vas voir que à gauche et à droite et au centre, nous allons tous aller voter pour l'interdiction absolue de cette idéologie marchande fanatique. C'est un fanatisme, le libre-échange. C'est des beaux mots, hein. Libre-échange, tout le monde aime la liberté, tout le monde aime les échanges, mais il faut comprendre que le libre-échange, ça n'est pas ce que ça paraît être. Euh, il y a deux, en matière de commerce extérieur, il y a deux extrêmes. Il y a l'autarcie, fait aucun échange, rien, zéro, fermeture des frontières. Et puis, il y a le protectionnisme. Et puis, il y a le libre-échange, pardon. L'autre extrémisme, c'est le libre-échange. C'est-à-dire aucune frontière, aucune limite. Les marchands font ce qu'ils veulent. Ils peuvent importer du poulet pourri au chlore et l'importer, et les États n'ont pas le droit de se défendre, les États n'ont pas le droit d'interdire les poisons de rentrer. Ça, c'est le libre-échange. Et entre les deux, la politique économique rationnelle, raisonnable, modérée, ça s'appelle le protectionnisme. Et c'est décrit par les multinationales et les médias des multinationales, c'est décrit comme un fanatisme. Mais c'est pas vrai, c'est une inversion. Travaillez la question, vous allez voir que le libre-échange est un extrémisme marchand, un fanatisme marchand. L'autarcie est une dinguerie contre-productive aussi. Et entre les deux, il y a un choix politique de décider d'échanger avec des gens qui nous ressemblent. On va probablement la France va probablement échanger avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, qui ont à peu près les mêmes impôts, à peu près les mêmes contraintes environnementales. Ils doivent respecter les mêmes règles pour respecter l'écologie. Ils ont à peu près les mêmes cotisations sociales, les mêmes règles sociales d'assurance sociale. Et donc, nous sommes à peu près à armes égales. Donc, OK pour cette concurrence-là. Mais par contre, les pays de l'Asie du Sud-Est, dans lesquels les gens sont payés à coups de claque, dans lesquels les usines qui fabriquent les Apple, là, c'est des usines qui sont cernés par un mur d'enceinte électrifié, à qui on retire leur passeport, leur carte d'identité, et en fait, c'est des esclaves qui travaillent là-dedans, et qui sont payés rien du tout. Et donc, on va pas échanger avec ces gens-là. Non, non, ça va pas. Le libre-échange avec ces pays-là, ça va pas aller, on va pas le faire. Parce que si on le fait, il va falloir, pour être compétitif, et c'est ça l'objectif des multinationales, hein, c'est faire baisser tous les salaires du côté des pays dits développés. Donc, en fait, il faut comprendre que les salariés du monde entier heu, ont intérêt à faire la peau du libre-échange. Heu, nous n'avons pas intérêt au libre-échange. Même si les médias vous répètent toute la journée que c'est ça, que c'est pas négociable, que c'est l'intelligence même, que c'est la raison pure, ah, c'est des conneries. C'est un fanatisme marchand. Il faut venir à bout du libre-échange. Et quand vont venir les débats, la mise en scène des conflits sur le libre-échange, à la loyale, hein, mise en scène des conflits, vous allez voir que nous viendrons à bout. Et donc, c'est comme ça pour toutes les lois du capitalisme qui sont des lois scélérates. Heu, Quand on va en parler, on va en venir à bout. Et avec la démocratie, on va venir à bout du capitalisme. La vraie démocratie, hein. Mais la toute première escroquerie, elle est dans le langage. Vous Oui, voyez par les mots derrière à l'envers. libre-échange, ça fait bien, mais Bien sûr, et effectivement, le ça consiste, libéralisme. c'est valable pour tout est inversé, alors qu'on sait qu'on a la paix et le bonheur dans une civilisation quand il y a un minimum de justice sociale, quand il y Absolument. a le bien commun qui est considéré. Voir la déclaration de Donc, Philadelphie, qui est un livre de Suppiot qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie. Vous allez retrouver, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le, le, le lien qui est fait par les gens qui sortent de la guerre, hein, et qui disent, bon là maintenant il est question d'établir la paix, et nous avons compris que la paix dépend de la justice sociale. Il n'y a pas de paix sans justice sociale, dit la déclaration de Philadelphie, et le livre de Suppiot, Alain Suppiot, S-U-P-I-O-T, et c'est un petit livre, hein, mais c'est un monument à connaître absolument. on Donc justice considère sociale, oui. aussi cette violence mimétique dont parlait René Girard, Oui. qui est liée à la compétition qui est mise en avant plus que la coopération et qui incite les uns à avoir envie de ce qu'a l'autre et donc qui amène de la violence aussi. Mmh. Parce qu'on Non. imagine que si on est dans une société plus égalitaire,
plus, qui répartissent mieux les richesses, sans dire d'être tout le monde à égalité, Ce qui est pas ce qui n'est pas nécessaire et souhaitable ce qui n'est du ni tout, mais souhaitable pas ni souhaitable. nécessaire. Mmh. Mais à ce moment-là, on arrive à une société où les gens sont heureux, en fait. Pacifié, oui, oui, bien sûr. Hem, au concept de mimétisme de Girard, j'ajouterais la rivalité ostentatoire de Veblen, Thorstein Veblen, Veblen, qui a écrit un bouquin formidable qui se moque des riches et qui décrivait la rivalité ostentatoire Ouais. et qui est en fait, entre riches, en fait, ils se tirent la bourre. En fait, chaque classe regarde juste au-dessus la classe immédiatement supérieure et essaye de se monter du col pour ressembler à la classe du dessus. Et nous faisons tous ça, mais nous aussi, hein, on le fait tous depuis la base, mais ça part même des clochards. Hein. Je veux dire, toute la pyramide sociale, alors c'est pas le mimétisme de Girard, c'est la rivalité ostentatoire où nous cherchons à montrer que nous sommes supérieurs à ceux qui nous ressemblent et tu as jusqu'aux milliardaires qui ont un yacht de 20 mètres plus ou de 3 mètres plus grand que le suivant et comme on s'est fait doubler alors que tous les besoins sont satisfaits, mais non, on va faire plein d'efforts pour avoir un yacht encore plus grand et nous faisons tous ça montres, avec les habits, avec la voiture, avec la rivalité ostentatoire nous conduit à toutes sortes de gaspillages. C'est un complément, je trouve, de Girard Veblen, Exactement. Et Veblen. la compétition, à la base, on est élevé dans la compétition, Oui, alors voilà, qu'il y a des voilà, ouais. civilisations qui ne sont pas dans la Pas du compétition, tout. dans la coopération, et que ça change. Ah oui, absolument. Ça fait- Notre école démocratique, je pense, quand nous allons instituer une démocratie, on va sûrement instituer une école très différente dans laquelle nous allons euh, décider que dans nos écoles, et après ça, commune par commune, ils feront bien ce qu'ils veulent, mais nous allons décider ensemble que on veut enseigner à nos enfants la communication non violente. Ça changerait tout que nous enseignions à nos enfants la communication violente. Et la sociocratie, c'est-à-dire la prise de décision ensemble, en se respectant et en s'écoutant et en cherchant un consentement petit à petit, par des éclaircissements et des prises de parole relativement équilibrées, nous apprendrions à construire nos désaccords et prendre des décisions de façon pacifiée. Donc, en fait, la démocratie, ça va. Nous allons apprendre à nos enfants à être constituants, je pense. Hein. Il me semble, moi, quand je vais réfléchir à ça avec mes frères au moment où on va, après la Révolution, mes frères humains, hein, quand je vais réfléchir à ça après l'insurrection, je pense que je travaillerai, je militerai, j'argumenterai pour que il y ait des ateliers constituants qui soient organisés dans toutes les classes et à peu près à tous les âges. Hein. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se méfier des pouvoirs, à organiser les pouvoirs, mais on n'en a rien à craindre. Ben, ça ramène à l'humanité. Mais alors, justement, petite peut-être dernière question, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a amené dans ce combat? Quelle est la valeur profonde ou les valeurs profondes qui résonnent chez vous pour rentrer dans ce combat, dans cette bataille? Alors, historiquement, ce qui s'est passé n'a pas beaucoup d'importance parce que, c'est un hasard et ça ne va pas être facilement reproductible. C'était en 2005, j'ai écrit un texte, après avoir travaillé sur l'Union européenne. J'étais révolté par ce que je lisais et donc j'ai écrit un texte où j'expliquais pourquoi j'étais pas content et je l'ai envoyé sur mon carnet d'adresses par mail, comme une bouteille à la mer avec un site qui reproduisait ce texte et où j'invitais les gens à me dire où je me trompais. Donc très humblement, hein, parce que je me disais j'écrivais dans le texte: «Écoutez, moi ça fait quelques mois que je travaille là-dessus et je suis en désaccord complet avec des pointures politiques comme, Giscard, Fabius, enfin tous ces gens-là qui ont dévoué leur vie à la construction de l'Union européenne et moi, simple petit quidam de rien du tout, je me retrouve à dire, ils se trompent et ce qu'ils font est dangereux. Peut-être que je me trompe, je sais que peut-être je me trompe et j'appelais les gens à m'interpeller pour me dire: «Bah, là, tu t'es trompé». Parce qu'en fait, dans le texte, j'affirmais 5 vices gravissimes de l'Union européenne, parmi les 20 ou 30 que j'avais repérés. J'ai pris les 5 plus graves et j'argumentais et à chaque fois que je disais quelque chose, je mettais en note la preuve de ce que je disais, donc l'article de la Constitution européenne et l'extrait de l'article qui permettait de voir que ce que je disais, c'était le texte qui était en question et donc ce texte-là
a eu du succès, les gens se sont passés de mail en mail, ils m'écrivaient en disant: «Waouh, merci» et je fais passer à tout mon carnet d'adresses et comme ils ont tous fait ça plein, 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 en 15 jours, la France, en fait, bouillonnait sur ce texte et les gens écrivaient à leurs journalistes et à leurs parlementaires en disant: «Mais qu'est-ce que vous répondez à ce gars-là, ce choix au fond de son bureau, en Provence, là, vous lui répondez quoi à ces 5 arguments?» Et à force de se faire questionner, les parlementaires et les journalistes se sont mis à faire des articles. Donc au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont écrit, donc c'est dans l'Humanité, ils ont écrit un 1er journal, une pleine page en disant, je crois que c'était: «Étienne Chouard peut-il faire gagner le non?» En très gros, quoi, hein. Alors toi, tu es dans ton alors ça te transforme en fait à l'intérieur de voir ton nom qui sert comme d'étendard, tu vois? Dans une bagarre, électorale, hein, puisque c'est pas électoral, c'est une bagarre, une votation, puisque dans un référendum, on vote, on décide. C'est pas une élection, hein. Une élection, on est impuissant, mais dans un référendum, normalement, on décide et donc là, tu avais tout le monde qui était dans une guerre, de votation, dans une guerre, de décision et il y avait et tu te vois mis en étendard sur une pleine page de journal, ça te transforme, tu te sens responsable, tu te dis: «Putain, j'espère que j'ai pas dit de conneries», donc tu te transformes, tu te politises, en fait et puis le lendemain, c'était Libération ou le lendemain ou quelques jours après, Libération qui publie, Chirac, Chouard, le vrai débat, en groupe, une énorme page, des trucs marrants. Parce que c'est vrai qu'il y avait entre les simples citoyens et les élus qui étaient en train de nous tordre le bras en nous disant: «Il faut voter oui, il faut voter», ils étaient tous là à dire oui et nous on est: «Allez, non, non, on voulait pas» et Schneiderman avait dans Libération, avait écrit un article, Chirac Chouard, le vrai débat. Puis ensuite, c'est Le Monde qui est venu à la maison, les journalistes du Monde avec les preneurs de son, les images, des caméras et le journaliste, et qui ont fait encore un grand article, le Don Quichotte du non, ce qui est un peu une façon de se moquer, tu vois, du petit peuple qui se bat contre les moulins à vent, il va jamais y arriver. Mais bon, enfin, quand même, ils en parlaient. Et puis comme ça, tous les journaux, en fait, Marianne, et puis le Washington Post, et puis la RAI, les journaux italiens, enfin la télé italienne aussi, enfin, heu, il y a eu un phénomène journalistique qui s'est greffé là-dessus, parce qu'une fois qu'il y en a un qui en parle, ensuite par psittacisme, tu sais, par répétition, comme des perroquets, ils se répètent les uns les autres et donc il y a un énorme phénomène qui a grandi, c'est la Un résistance buzz. de un gros buzz. Ouais, c'est la première fois, je crois, les sociologues ont expliqué après, je me suis mis une alerte Google, Chouard Ouais. pour voir ce qui se passait sur mon nom, parce que quand les gens m'attaquent, j'aime bien pouvoir y répondre, donc je me suis mis une alerte Google, et j'ai vu que des sociologues ou des politologues ont travaillé sur ce cas-là, en disant: «Mais qu'est-ce qui s'est passé là?» Parce qu'en fait, c'est la première fois, si j'ai bien compris, sauf si je me trompe, hein, mais je crois que, c'était la première fois qu'on arrivait à faire quelque chose aussi il y a longtemps, hein, c'était en 2005, donc c'était il y a 20 ans, et c'était la première fois qu'on arrivait à faire quelque chose politiquement avec l'internet. Donc les partis essayaient de faire quelque chose, mais ça prenait pas. Et là, il y a quelque chose qui a pris, et tout ça, c'est une longue explication, tu pourras peut-être la couper, parce que c'est pas très intéressant, mais en fait, moi, ça m'a transformé, c'est-à-dire que je j'ai toujours eu le goût pour le bien commun, parce que j'étais prof. Quand tu es prof, tu t'occupes du bien commun. Je m'occupais des machines, j'avais installé tous les ordinateurs de mon lycée, donc j'étais déjà dévoué au bien commun, mais là, à une échelle encore plus grande. Et quand le référendum a eu lieu et qu'on a voté non, il était question, je me suis demandé: «Bon, alors on arrête et je vais recommencer à faire du parapente», et non, 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 et plein de gens qui m'ont écrit, hein, 12 000 mails en 2 mois, donc je recevais des mails énormes, des mails très, très poignants, des mails, très, très émouvants, en fait, hein. Et Un moi, je appel, en fait. et un appel, voilà, les gens comptaient sur moi. Et au moment du référendum, ils m'ont dit, ils m'ont écrit et ils m'ont appelé, les copains, ont dit: «Mais non, mais tu peux pas nous abandonner, enfin, on va continuer, on continue la lutte», et donc j'ai continué. J'ai continué à la fois pour, pour pas lâcher ceux qui étaient dans la bagarre, donc pour, rester dans la Mmh. bagarre, et puis pour, continuer à montrer à ceux qui disaient que j'étais un salaud, un imposteur, quelqu'un qui connaît rien, je leur montrais qu'ils se trompaient, quoi. Donc en fait, c'est les 2 mécanismes qui tendent le même ressort où tu et donc, si tu veux, je pense pas que ce soit reproductible ça, tu vois? C'est un hasard qui Ça, m'amène à c'est ça. tellement, mais Mais après, quelle est la valeur pour vous qui a fait que vous êtes encore là aujourd'hui à faire un déplacement pour parler, ben, c'est un peu quand etc. même, c'est un peu toujours la même chose, si tu veux. Quand les gens m'invitent et que je les retrouve, je sens tellement d'amour que ça me donne de la force, parce qu'il y a tellement de gens qui me détestent et qui disent que je suis un fasciste, un antisémite, un négationniste, un crypto-fasciste, quelqu'un qui D'accord. ne le dit pas, mais qui est un salaud. Ça, ce serait vraiment trop dur s'il y avait que ça, mais en fait, l'amour des gens qui comprennent que je suis démocrate me sert de carapace, mais tout ça m'entraîne à continuer, quoi, hein, parce que je sens bien
si tu veux, s'il y avait plein de gens qui reprenaient l'idée, tu vois, s'il y avait des intellectuels qui reprenaient cette idée d'un processus constituant populaire, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on va s'échapper. Il faut pas qu'on élise l'Assemblée constituante. Et personne ne défend cette idée. Même les gens que j'aime bien, quelqu'un comme Onfray, que j'ai beaucoup écouté, et qui, à mon avis, déconne complètement sur le souverainisme, mais il déconne, mais il n'est pas le seul. Il n'y a aucun souverainiste dans le pays, des souverainistes, hein, y compris des démocrates, des gens qui se disent démocrates, qui disent il faudrait de la démocratie, mais aucun ne s'occupe du processus constituant. Donc, il me semble que j'ai encore un rôle à jouer, tu vois. Alors, c'est un peu idiot parce que qui on a l'oligarchie avance terrible et nous amène à la guerre. Donc, ce qu'on fait n'a probablement, pas certainement, probablement aucun effet, tu vois. Mais en fait, ça donne du sens à la vie, tu vois, de s'occuper des autres et s'occuper d'autre chose que de son intérêt. Bah, ça donne du sens, En même temps, littéralement. vous êtes en nez, en même temps, vous pouvez pas lâcher, en même temps, ça correspond à vos valeurs. Et ça donne du sens à la vie, Ça hein. vous motive, etc. C'est ça? Oui, oui. Et puis en plus, j'ai vraiment l'impression que cette idée-là, elle va, quand je dis pacifier la société, Vous il y faut. croyez? Ah, mais oui, bien sûr. Mais c'est pas que j'y crois, j'en suis certain. Oui, enfin, je dis pas ça de façon péjorative, Ouais. ça veut dire profondément Ouais, ancré ouais, en vous et absolument. vous êtes passionné par ça. Absolument. Voilà. Et pour me situer dans la résistance, notamment sur la résistance sanitaire, mais pas seulement la résistance sur tous les abus de pouvoir, je trouve que bah, il y a bien d'autres résistants, hein, et que je connais et que j'aime bien, malgré le fait qu'ils soient imparfaits. Si tu veux, je vois dans la résistance, dans les gens qui résistent à la bascule totalitaire, je vois bien que nous sommes imparfaits, on a tous nos défauts, personne n'est parfait. Et je nous vois tellement tendus, tellement aspirants au bien commun et à la justice, tellement méfiants les uns des autres et capables de nous, tu vois, de nous faire le reproche de. Putain, je vois des gens qui me reprochent de soutenir Raoult sur un sujet sans voir que Raoult a été déconnant sur d'autres. Ben, je vois bien que Raoult a été déconnant sur d'autres, mais en même temps, là, ce qu'il a fait, c'est bien. Ou bien, tu vois, quand quelqu'un dit quelque chose de bien, je le défends, et puis, bon, ok, il n'a pas dit que des choses bien, quelquefois il a déconné, il s'est planté, et il me semble que nous ne devrions pas nous tenir trop rigueur, alors peut-être un rappel à l'ordre, mais nous sommes trop sévères les uns par rapport aux autres, alors qu'on est très peu nombreux. Nous sommes peu nombreux dans des tranchées, et nos disputes entre dissidents me paraissent être comme des soldats qui se tirent dessus dans la tranchée, au lieu de passer l'éponge sur les détails, quoi. Il y a enfin, à mon avis, il y a des choses qui sont. Dans tout contrôle de la population et notamment dans une installation totalitaire, il y a forcément des gens qui sont mis, qui sont de faux dissidents. Oui. Et là, on ne peut pas Accréditer avec. Donc, il y a, si vous voulez, c'est pas juste, c'est pas forcément trop facile de dire que ce sont des guerres d'ego. Il y a des gens où il faut absolument prendre conscience qu'ils sont là à faire l'inverse de ce qu'ils disent. Tout comme le pouvoir. Mais à mon avis, c'est dur. C'est possible dans certains cas. C'est même sûr. Oui, mais enfin, à mon avis, il faut être bien sûr, parce que si tu te trompes en ayant cru vraiment, c'est sûr que c'est une opposition contrôlée, lui, il faut le déboulonner. Et si tu te trompes parce que tu as mal interprété, parce que. Le discernement, c'est-à-dire. Ou tu le discrédites, quoi. Juger par rapport aux actes de la personne me semble essentiel parce que on retrouve, à mon sens, dans la résistance, la même chose qu'on a dans les mainstream, c'est-à-dire ce côté idolâtrie, belles paroles, etc., qui sont dangereuses. Et donc, à mon sens, si on veut œuvrer dans le vrai et pour l'humain, il faut déjà retrouver ce discernement. Et le premier des discernements, c'est de prendre de la mesure par rapport à un beau discours, un beau visage et des belles paroles et regarder ce qui est vrai, ce qu'est la personne. Et ça me semble très important. Ouais, mais si tu veux, il y a beaucoup de risques. Je comprends, hein, je comprends ce point de vue, mais je comprends, mais je voudrais te rendre sensible le risque qu'il y a à ça. Parce que un être humain, surtout à nos âges, donc c'est compliqué, nous avons, je vais prendre l'exemple d'une amitié. Si par le jeu de la vie, je me retrouve à avoir été ami, cher avec quelqu'un qui est royaliste, qui est devenu royaliste ou qu'il était, mais il a plein de qualités et il est royaliste. Et il se trouve à défendre le royalisme, attaquer la République et même la démocratie, et c'est mon ami. Donc avec lui, je vais me comporter comme un ami parce que j'ai pas de double langage, et ça fait pas de moi un non-démocrate. Si tu veux, je peux parler, et même si c'est pas un ami, je peux parler à un royaliste sans devenir royaliste. Et tu vois, parce que si tu veux, sur le modèle de ce que tu viens de décrire,
des gens de gauche me considèrent comme un traître parce que je vais parler à des royalistes ou des gens de l'Action française, des gens qui considèrent eux comme des fascistes. Oui, mais ça, c'est aussi une vue de l'esprit qui est dichotomique. On est pour ou on est contre, on ne peut pas mélanger. Oui, mais Effectivement, on doit absolument accepter de s'entendre les uns les autres, même si on n'est pas d'accord sur tout, et c'est même un impératif. eh ben donc, En revanche, la perversion veut que ce soit autre chose. Donc, qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose. Qu'on simule d'être d'accord pour en fait dézinguer et faire l'inverse, ça c'est de la perversion. Parler de liberté à quelqu'un, moi, je suis pour, je suis contre, très bien. Mais si on dit à quelqu'un, tu vas être libre, attends, je te mets des chaînes aux pieds et aux mains, bah oui, d'accord. là, on ne peut Non, pas mais faire autrement que de oui, dénoncer en disant, non, mais alors il te dit liberté, mais il est en train de te mettre des chaînes. non, mais C'est attends. ça, en fait. Oui, mais dans la dissidence, c'est donc tous ceux Ah, il qui y a beaucoup de perversion dans la non, mais dissidence, il y a personne. énormément. Non, mais il y a personne parmi les dissidents qui nous met les fers aux pieds. On est tous là à parler. On est dans la prison. On emmène dans une voie de garage Non, des mais gens où quand on appelle leurs paroles résistantes pour ensuite leur faire peur et leur dire surtout ne bougez pas, c'est ce qui s'appelle exactement une manipulation mentale pour récupérer la colère des gens, la dissiper et ensuite surtout maintenir ces gens dans une impuissance. C'est-à-dire surtout ne faites rien. Et ça, à mon sens, c'est extrêmement dangereux et ça doit être dénoncé tout autant qu'un discours de politicien ou d'élu ou de n'importe qui est un faux discours. C'est pas pareil, hein, parce que les élus ou les politiciens, ils ont le pouvoir, et donc eux, il faut vraiment les surveiller et les dénoncer. Mais les dissidents, c'est-à-dire les gens qui n'ont, par définition, rigoureusement aucun pouvoir. Si, je suis pas d'accord. Dans la dissidence, au niveau des médias, on sait le pouvoir des médias. C'est-à-dire que demain, on fait passer quelqu'un dans tous les médias mainstream, forcément, cette personne a du crédit. On est bien d'accord. Non, mais elle n'a pas de pouvoir, c'est pas elle qui Ça a décide, une quoi. influence. D'accord. Donc, quelqu'un qui passe dans les médias, qui se dit dissident, mais qui passe dans les médias, va avoir un pouvoir d'influence sur les gens qui l'écoutent. Beaucoup plus que quelqu'un qui a Diane, il y a eu une époque où je passais dans les médias, je passais sur RT par exemple, pendant les Gilets jaunes, et donc j'avais plus d'influence parce que je passais dans les médias, mais je ne deviens pas un ennemi pour autant, c'est-à-dire qu'en fait je continue à défendre. C'est pas parce que tu passes dans les médias que tu es un ennemi. Mais s'il y en a qui disent que si on les voit dans les médias, c'est que en fait c'est une opposition contrôlée, mais c'est déconnant. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que tu dis que la dissidence n'a parfois aucun pouvoir. C'est pas nous qui décidons. En disant, par exemple, toi tu as du pouvoir au sens où tu es connu, reconnu, les gens te connaissent, donc t'écoutent, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Mais c'est un pouvoir dérisoire, Diane. Enfin, néanmoins, son pouvoir est existant. C'est-à-dire que une parole que tu vas donner demain a un impact et va toucher pas mal de gens. C'est d'ailleurs tellement un pouvoir que certains sont franchement invisibilisés, voire des chaînes détruites. S'il n'y avait pas de pouvoir à la parole, tu as raison, les gens ne seraient pas détruits. Oui, je comprends. Voilà. Mais en même temps, si tu veux, par exemple, mais vraiment, l'exemple du sort que me fait mon camp, le camp d'où je viens, qui est le camp de la gauche, le sort qu'ils me font en me faisant passer pour un fasciste, au seul prétexte que je parle avec des gens qu'ils considèrent comme fascistes, il me semble que c'est complètement déconnant. C'est-à-dire que les gens de gauche sont ainsi conduits juste parce que j'ai des fréquentations, comme ils disent. Parce que moi, en fait, je suis démocrate, je parle à tout le monde. Donc, j'ai besoin de connaître la vie de tout le monde et j'ai besoin de réfléchir au monde commun, aux institutions avec tout le monde. Quand je vais voir les gens de droite, je deviens pas de droite. Et donc, quand tu vois les gens de gauche qui se font les gardiens de la fiabilité, de l'opposition réelle, ils font comme si j'étais plus une opposition parce que je les ai trahis, on dirait, en allant discuter avec des gens qu'ils considèrent comme leurs ennemis absolus. Je trouve que c'est complètement déconnant. La gauche se prive ainsi. Il se trouve que je suis le seul à défendre l'idée des ateliers constituants populaires. Enfin, des gens qui ont une visibilité. Je suis le seul à défendre l'idée que il faut qu'on sorte de la prison politique, non pas par l'élection, mais par la Constitution. Et la gauche a besoin de ça. Les marxistes ont besoin de ça. Les anarchistes, écoute bien, les anarchistes ont besoin de l'idée démocratique. Démocratique, je parle pas du tout. Ils vont me dire, oui, on le sait déjà. Non. Je parle de la démocratie, c'est-à-dire d'un processus constituant populaire. Et j'ai jamais vu un anarchiste défendre un processus constituant populaire. J'ai jamais vu les marxistes défendre. Et pourtant, ils en ont besoin. Les marxistes ne verront arriver un régime qui correspond à leurs vœux que par une population qui l'institue.
Sinon, ça va être totalitaire, comme ça l'a été. Les expériences marxistes, c'est toujours des régimes terribles. Mais parce qu'ils font pas attention au processus constituant. Donc, ces gens-là, pour des mauvaises raisons, tu vois pas, pour des raisons de fréquentation, mais c'est déconnant. C'est le mauvais critère. C'est pas comme ça qu'il faut distinguer les gens, tu vois. Oui, et néanmoins, on ne peut pas nier quelle est l'influence D'accord. des médias sur les gens. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui va être élu, c'est celui qui passe le plus par Oui, bien sûr. Dans l'influence des médias, oui, d'accord. Donc, si c'est une arme qui est utilisée dans un sens, cette arme peut être utilisée dans d'autres sens. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, si on te met une étiquette, c'est parce que ça va être beaucoup plus facile en te collant une étiquette, de me discréditer, même si je passe. Et de même éviter que les gens viennent juste écouter ce que tu vas dire. Absolument, oui. Ça coupe la parole tout de suite. Oui, absolument. C'est très connu, très pratiqué. Il y a pas de. Oui, d'accord. Mais je trouve que c'est pas. Enfin, le fait que tu deviendras dangereux, tu auras certainement quelques avatars qui vont arriver. Ouais, des armes. Qui à la même chose que toi, globalement, on va se dire, tiens, voilà, avec le choix, qui peut-être seront un homme ou une femme plus beau, plus belle que toi, et sans avoir la mauvaise réputation. Sur tous les médias, mais donc le discours à la fin, mais qui accepteront. Sans perverti. Et si tu veux que je te dise, la perversion, ça consistera, ces gens-là vont accepter l'élection de l'Assemblée constituante. Voilà, ça ressemblera en tout, exactement. mais il y aura pas le tirage au sort. Et ça rend tout impossible. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu diras, ben là, voilà, ça c'est dangereux. C'est pas sérieux. Et tu dénonceras, je comprends ce que tu veux non dire. pas en disant il y a quelqu'un, mais parce que cette personne t'aura volé ce que tu disais. Enfin, volé, les idées appartiennent à ceux qui s'en emparent, mais elle aura déformé, travesti. Oui, mais en fait, c'est une fausse solution. Parce que si tu deviens dangereux parce que trop de gens t'écoutent et te suivent, on va reprendre la base de ce que tu es mal, donc on te vole le concept, même s'il est global, c'est pas ma propriété. Pour attirer les mêmes personnes et ensuite les mettre dans... Et c'est ça qui pour moi est extrêmement dangereux. Je comprends. Parce qu'il faut rester dans une intégrité. Mais voilà. À mon avis, enfin bon, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense que les gens peuvent se tromper. Si des gens se trompent et sont pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Par contre, quand je vois quelqu'un qui dit blanc et dont je sais qu'il veut faire noir derrière, je ne peux pas accepter parce que j'ai besoin de justice. On peut être pour, contre, machin, même si je suis archi con, je vais me battre sur les arguments. Par contre, la perversion de faire l'inverse, de dire aux gens vous êtes libres, liberté, égalité, fraternité, ça, c'est impossible en fait. Je me sens le devoir de le dénoncer. Voilà. Je comprends ce point de vue. Mais bon, si tu veux, moi je me désespère, enfin je m'attriste de la division qui règne dans une toute petite population de résistants qui est déjà pas nombreuse, et je vois la zizanie qu'il y a entre nous. Ouais, on n'y arrivera jamais, quoi. C'est déconnant. C'est attristant. C'est pas forcément de la division. C'est peut-être du tri. Qu'est-ce qu'on veut je veux dire, si, par exemple, il y a plusieurs avatars d'Étienne Chouard, moi, je vais essayer de voir, et ça va être intéressant de me dire, je veux aller sur celui qui est vraiment intègre, celui qui, in fine, ne fait pas ça par intérêt, celui qui ne m'emmène pas dans une voie de garage. Et ça, à mon avis, ça fait partie au fait de devenir adulte et de chercher à aller jusqu'au fond des choses pour voir quels fruits porte cet arbre. Est-ce que ce sont des vrais fruits ou est-ce que c'est un arbre qui en fait est stérile? Et à partir de là, je pense que c'est le premier pas à faire pour grandir et pour réfléchir. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce serait intéressant, pour être sûr de ne pas te tromper? Et je fais pas de mal, je fais de mal à personne. En fait. Je dis, comme tu as ton média et que tu dis du mal des gens dont tu as l'impression qu'ils sont dangereux. Je n'ai pas de mal, je n'ai jamais dit du mal. J'ai juste indiqué ce que moi j'avais trouvé, les preuves que j'avais et ce qu'il en était. Je n'ai jamais insulté ni personne. Non, je parle pas d'insulte. Je parle pas d'insulte, je parle de discrédit. Mais est-ce que tu trouves pas que ce serait intéressant, presque par hygiène de justice, tu vois, hygiène politique, de t'imposer, avant d'avoir un jugement, ça y est, définitif, d'avoir un entretien avec la personne qui te semble suspecte, pour être sûr pour voir comment elle se défend. Tu vois, quand tu lui dis, c'est, à mon avis, pour être sûr de ne pas se tromper, il faudrait faire ça. Tu aurais été refusé. Le seul qui a eu lieu, c'est assez mal passé. Peut-être ça pourrait être un entretien privé, d'ailleurs, non filmé. Le premier à m'avoir invectivé et de façon très violente, à lui-même, ça n'est pas moi. D'accord.
Donc, je me suis justement retenue en disant, parce que je ne voyais pas les conséquences, et quand au bout d'un moment, je vois les conséquences vraiment très négatives de ce qui se passe, à ce moment-là, tu commences à... mon besoin de justice, et même par rapport à mes lecteurs, de dire les choses. Voilà. Oui. Si je vois quelqu'un qui arrive au bord d'un précipice, je vais ne rien dire au départ, mais au bord du précipice, je vais être obligée de dire. Et c'est, Oui, je pour comprends. moi, c'est de l'honnêteté. Après, charge à la personne de revenir vers moi pour discuter. C'est l'équipe de nuit. C'est l'équipe de nuit. Bon. Super. Merci Diane pour tout ce que tu fais. Eh ben, Et, merci beaucoup Étienne. C'était très très riche tous ces C'est- échanges, ces conférences. Et puis, ben, au plaisir. à la prochaine. Le premier qui a une bonne idée appelle l'autre. Exactement. Salut.